Littéraire, c'est à suivre tous les mardis 21h, 22h. Une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Le point littéraire, la première de couverture. La première de couverture. Et en guise de première de couverture, une présentation de l'auteur et du livre, une affaire de Annie Lisette Ambassa. La décentralisation et les objectifs de développement durable au Cameroun est un ouvrage de René Daniel Mintia. Il tient sur 207 pages et est paru ce mois de mars 2019 aux éditions Afredit. Avec une postface du ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam, et d'une préface de Guy Mvélé, l'ouvrage s'adresse aux élus et cadres municipaux ainsi qu'aux partenaires publics et privés des communes et des villes. Il présente un intérêt certain pour les professionnels de la planification et de l'évaluation du développement local. Le livre est constitué de deux parties. La première, d'ordre préjudiciel, traite des fondements logiques des deux référentiels en présence. La deuxième partie met l'accent sur les outils concrets de la localisation des objectifs de développement durable, ODD en abrégé. L'auteur, René Daniel Mintia, est politiste, diplômé de l'Université de Lyon Lumière 3 et de l'Université Senghor d'Alexandrie. Il est certifié au Centre européen d'expertise et d'évaluation. Son centre d'intérêt est l'analyse et l'évaluation des politiques publiques de décentralisation et du développement local. René Daniel Mintia est en service au ministère de la décentralisation et du développement local et régulièrement associé depuis 2009 au secrétariat permanent du Conseil national de la décentralisation, logé dans les services du Premier ministre. La décentralisation et les objectifs de développement. Okwalina windi malube Malome ubusungu milai Okwalina windi malube Malome ubusungu milai Endale Wanyena nutani mulolera muto Umbaso tenjo tisele na nyolango ingenso Endale Accueillons à présent l'auteur déjà installé dans le studio, René Daniel Mintia. Bonsoir, merci d'être passé à la radio en cette soirée. Bonsoir Jean-Jacques. C'est un plaisir de vous accueillir ici. J'imagine que c'est peut-être la première fois que vous arrivez à Royal FM. Si, c'est la première fois et vous pouvez imaginer que le plaisir est partagé. Et déjà, je suis émerveillé par la qualité des infrastructures que je vois devant moi. Je crois que nous sommes là dans un cadre vraiment professionnel de haute qualité. Tout à fait. Aujourd'hui, nous allons parler avec vous de votre livre qui vient de paraître. Il faut dire qu'il a été présenté officiellement seulement le 20 mars dernier. Oui, effectivement, il a été présenté au public le 20 mars dernier. J'ai voulu saisir l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, étant donné que je suis, je le dirais comme ça, un produit de la francophonie à travers l'Université Senghor d'Alexandrie, qui est un opérateur direct de la francophonie. Et donc, avec l'éditeur Afredit, nous avons donc voulu présenter cet ouvrage dans ce contexte-là, déjà aux hommes de médias, et dans la perspective d'organiser la dédicace un peu plus tard. Donc, d'abord, la première partie, c'était la présentation aux hommes de médias. Et donc, s'il fallait faire peut-être un bilan, est-ce que votre première sortie est jugée plutôt bien, moins bien, ou bien vous aurez espéré un peu plus?
Je dirais simplement que je suis très très émerveillé et surpris par l'accueil, l'écho que les hommes de médias sont en train de réserver à cet ouvrage, à cet essai. Au regard des réactions que j'ai dans mon mur à Facebook, au regard des retours que j'ai même dans mon service et même des amis à travers le monde. Oui. Donc à ce niveau-là, je voulais sincèrement remercier les hommes de médias qui ont jugé que l'ouvrage présentait un intérêt certain, digne d'être traité par eux. Il faut dire que le sujet, la décentralisation, est quand même un sujet d'actualité. Il est dans toutes les bouches. Au moment où une loi a été introduite à l'Assemblée nationale en cette session parlementaire, où il faut alors évaluer ou bien voir dans quelle mesure on peut progresser dans ce sens-là. Est-ce que de vous à moi, depuis 1996, on a trop tardé ou alors on suit le canevas normal pour atteindre finalement cette décentralisation-là? Est-ce qu'on a trop tardé ou bien sur un canevas normal? Je dirais que c'est peut-être assez difficile de dire oui ou non face à cette question, déjà parce que la décentralisation concerne éminemment les libertés au niveau local. Et vous savez que les êtres humains dans notre siècle, dans notre millénaire d'aujourd'hui, sont très très exigeants, très très regardants en ce qui concerne leur liberté. À partir de ce moment, lorsqu'il s'agit d'une politique publique qui constitue également un choix organisationnel, le choix organisationnel de base dans notre pays, il faudrait peut-être aller avec méthode, avec beaucoup de circonspection, avec beaucoup de tact pour éviter des retours négatifs, parce que généralement lorsqu'on rate ce genre de processus, ça devient un peu fatal. Je dirais simplement que si déjà les uns et les autres trouvent que ce qui se passe dans certaines parties de notre pays serait lié au retard, au soi-disant retard de la mise en œuvre de la décentralisation, à plus forte raison si on allait échouer. Donc vous comprenez que il vaut mieux dans ce genre de processus aller avec un peu de méthode. Maintenant, il est certain qu'on a accusé à un moment donné au regard de certaines prévisions dans le DCE, certains retards. Le président de la République a donc pris ses responsabilités et décidé de l'option d'accélération de ce processus pour essayer de rattraper un certain nombre de choses. Nous sommes dans cette option-là. Je crois qu'il vaut mieux continuer dans ce sens et mettre toutes les chances pour qu'on puisse la réussir, cette option. La décentralisation et les objectifs de développement durable au Cameroun. C'est un livre que vous présentez comme étant un guide. En quoi est-ce qu'il est un guide? En réalité, c'est quand je dis guide, c'est un peu comme un vade-mecum, c'est-à-dire que c'est un livre qui décrit concrètement déjà les fondements logiques qu'il y a entre la décentralisation, qui est notre référentiel de développement local, et l'agenda 2030 de l'ONU, qui est le référentiel mondial de développement durable. Oui. Et à partir des fondements logiques qui en découlent, l'articulation entre ces deux référentiels, nous proposons donc aux lecteurs les outils concrets. Concrètement, comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre les ODD et leurs cibles au niveau des communes, au niveau probablement aussi des régions. Comment est-ce qu'on peut financer? Comment est-ce qu'on peut évaluer? Voilà en quoi est-ce que cet ouvrage-là, cet essai est un guide, parce que toute personne qui va le lire trouvera les outils concrets pour pouvoir aligner, pour pouvoir réaliser, pour pouvoir comprendre déjà c'est quoi les ODD, l'agenda 2030, pour pouvoir comprendre même c'est quoi même la décentralisation au Cameroun, quels sont ses objectifs, d'où est-ce que ça vient, pourquoi on est arrivé là. Donc il y a tous ces outils concrets qui sont abordés vraiment suivant une démarche de politique publique basée sur une technique bien connue. Et c'est en cela que j'estime que c'est un guide concret, c'est un vade-mecum, c'est un livre blanc. Pour pouvoir collectionner ou alors pour pouvoir mettre dans ce livre l'ensemble des armes ou des arguments qui permettront à ceux-là qui vont affronter la décentralisation dans quelques jours désormais ou quelques mois, combien de temps ça vous a pris et comment est-ce que vous avez pu réaliser un tel travail? Déjà, je suis dans le sujet de la décentralisation depuis mon cycle de master. Donc, c'est un sujet qui va en droite ligne de mes travaux de recherche, que ce soit en thèse, que ce soit en master. Donc, ça fait, je pourrais dire, plus d'une dizaine d'années que je suis la question avec une certaine particularité. Mais s'agissant de cet ouvrage, ça m'a pris environ 6 à 7 mois
pour le conclure déjà parce que, comme je l'ai évoqué avec les journalistes le 20 mars dernier, il s'agit des résultats d'une étude qui avait été commanditée par l'Association internationale des maires francophones que préside Madame Anne Hidalgo, la mairesse de Paris, et conclue dans le cadre d'un contrat avec l'Union européenne. Et ils ont donc, dans le cadre de ce contrat, l'AMF a lancé une étude pour voir dans quelle mesure on peut implémenter les objectifs de développement durable dans l'économie, dans les collectivités territoriales, dans 6 pays africains, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée, le Sénégal, la Guinée-Conakry. Donc, et c'est donc à la suite de cette étude que j'ai sollicité, obtenu de l'Union européenne un financement pour sa publication. Donc, ça a été un travail de terrain qui a été fait. Et je pourrais simplement, en attendant d'y arriver, déjà remercier les partenaires qui m'ont fait confiance déjà pour réaliser cette étude et surtout aussi l'éditeur et les partenaires qui ont décidé de sa publication au regard de sa pertinence certainement. En quoi est-ce que la décentralisation aujourd'hui, comme plus d'un pense, est une solution d'abord peut-être à la question de la crise anglophone et comme une solution au développement qui jusqu'à présent continue à traîner? La décentralisation est une solution déjà parce qu'il faut la repositionner dans son élément contextuel. Dans son essence, je voulais dire, c'est un choix organisationnel. Si nous prenons la décentralisation suivant les 4 fonctions du management public, la première fonction c'est la planification, la deuxième fonction c'est l'organisation. Et donc c'est à ce niveau-là, il y a entre autres choix organisationnels se situe dans l'option de la décentralisation. C'est une solution parce que certaines opinions, l'analyse des revendications dans les zones anglophones pour la partie saine, c'est qu'ils veulent un peu plus de liberté. Pour ceux qui sont un peu plus conscients, ils veulent un peu plus de responsabilité pour gérer leurs affaires. Le chef de l'État a d'ailleurs souvent dit à maintes reprises, les chefs traditionnels dans ces zones-là toujours indiqués, les hommes de médias, les populations. Et même, je vous dirais, Jean-Jacques, lorsque vous faites l'analyse, peut-être que c'est peut-être le tort que je fais aux scientifiques, aux universitaires, c'est que lorsqu'on fait l'analyse de la vie de notre pays depuis 1996, date à l'année au cours de laquelle on avait consacré la décentralisation, il y a, vous vous souvenez, depuis le retour du multipartisme, tous les partis politiques dans notre pays qui ont fait du fédéralisme leur programme politique. Je ne voulais pas les citer si au risque de... Il y en a quand même, il y a un bon nombre. Donc, et là, comment nous, dans l'analyse en sciences politiques, nous apprécions l'adhésion de la population, du peuple à certaines options politiques? C'est à travers des indicateurs, notamment le nombre de sièges que ces partis politiques-là contrôlent, étant donné qu'au regard de la Constitution, les partis politiques concourent à l'exercice du pouvoir, que ce soit le pouvoir suprême, que ce soit le pouvoir au niveau régional, que ce soit au niveau local. Tout à fait. Et lorsque vous analysez, après l'euphorie des premières élections locales de 1996, où l'opposition avait gagné 35%, depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, vous vous rendez compte que cette opposition a diminué dans ces partis anglophones. Les populations votent majoritairement en faveur d'un autre parti politique qui prône l'État unitaire décentralisé. C'est comme ça qu'on analyse ces choses de façon scientifique. Alors c'est une solution aujourd'hui parce que elle nous permet de dire à ses compatriotes, écoutez, voici comment nous comptons faire, voici les libertés locales que nous pensons concéder au niveau local, au niveau régional, le reste au niveau de l'État central. On peut aller un peu plus loin, mais c'est une option forte pour préserver, pour permettre à chacun, n'est-ce pas, de pouvoir exercer des responsabilités. C'est une solution qui nous permet de faire ce qu'on appelle la démocratie participative et non plus une simple démocratie représentative. Donc c'est une solution. Je pourrais aller un peu plus loin parce que si, en attendant peut-être d'autres questions dans ce sens, pour dire également que quand vous considérez les 3 piliers de la décentralisation, c'est-à-dire la promotion de la démocratie, la promotion de la bonne gouvernance et du développement au niveau local, ces 3 piliers
constituent exactement la base des 3 piliers de la vision 2035, qui sont respectivement l'émergence. Oui. L'émergence n'étant rien d'autre qu'au niveau de développement souhaité à un moment donné, l'État démocratique, qui a pour point de départ la démocratie au niveau local, et puis l'unité nationale qui prend appui sur la gouvernance qui est le vecteur d'une cohésion dans le territoire. Voilà comment la décentralisation se situe aujourd'hui comme étant, j'ai failli dire, la solution incontournable pour préserver l'unité nationale et pour l'émergence en 2035. On peut supposer que si la décentralisation est en réalité une solution, pourquoi jusqu'aujourd'hui, depuis 1996, on a du mal à implémenter ce concept-là au Cameroun? Pourquoi on a du mal à le rendre tout à fait... du moins, la faisabilité pose encore réellement problème. Pourquoi depuis plusieurs années, on n'arrive véritablement pas à déboucher sur une décentralisation effective? Je me permets de répondre à votre question en considérant les 2 niveaux de collectivité territoriale que nous avons. Oui. Nous avons au Cameroun la collectivité territoriale de base qui est la commune, et puis le deuxième niveau immédiatement inférieur à celui de l'État qui est la région. À partir de ce moment, nous pouvons dire, et tout le monde peut vérifier quand même, que les communes fonctionnent, et puis depuis 2010, il y a une certaine évolution. Les pesanteurs persistent, il y a certaines choses qui persistent en termes de transfert des ressources, oui, en termes des ressources matérielles, des ressources humaines. Forcément, il y a encore des limites, il y a des choses à parfaire. Le grand vide, jusque-là, est peut-être resté celui de la mise en place des organes régionaux, c'est-à-dire les conseils régionaux et les exécutifs régionaux. Oui. Peut-être donc c'est à partir de ce niveau-là qu'on peut juger qu'il y a vraiment eu peut-être un retard ou bien des lacunes qui ont été faites. Mais comme je l'ai dit au début de mon propos, aujourd'hui, c'est certain, les pouvoirs publics l'ont indiqué qu'ils vont mettre les conseils régionaux en place. Pourquoi également il y a peut-être eu ce retard? Jean-Jacques, n'oublions pas qu'au cours des 20 dernières années et même des 30 dernières années, on a passé des moments de crise. On a eu des crises économiques, on a même eu des crises sécuritaires, la guerre de Bakassi, on a eu des sous-ajustements structurels. Oui. Forcément, peut-être que les pouvoirs publics cherchaient le meilleur moyen, parce qu'il faut le dire, la décentralisation ne se décrète pas. Quels que soient ses phares, sa mise en œuvre, son évaluation, il faut toujours faire une analyse du contexte. S'assurer que les conditions sont favorables pour sa mise en œuvre, pour son financement, pour son évaluation, pour sa planification. Donc à chaque étape, il faut toujours s'assurer que le contexte est favorable, parce que comme je vous l'ai dit scientifiquement parlant, si vous ne vous assurez pas que le contexte est favorable, il y a des irrédentismes et parfois ça devient fatal. Qu'est-ce qui change fondamentalement lorsque la décentralisation est désormais un fait? Ce qui change fondamentalement lorsque la décentralisation est désormais un fait, c'est que l'État central déjà reste plus fort sur ses missions au niveau local, oui, en termes de préservation de la sécurité des hommes et de leurs biens, c'est-à-dire que les autorités administratives et tout l'armada se concentrent sur ça, et l'État central demeure plus fort au niveau de ses missions, concentré sur ses missions nationales de développement. oui. C'est ça qui change. Ce qui change également lorsque la décentralisation devient un fait, c'est en termes de l'accès des populations aux services sociaux. C'est en termes de participation concrète des populations dans la gestion des affaires publiques. Ça a donc nécessairement un impact sur la cohésion dans les territoires, sur l'unité nationale. Ça a nécessairement un impact sur le développement global du pays. Donc voilà les objectifs, les résultats qu'on attend de la décentralisation. C'est pour cela que c'est une politique publique incontournable, qu'il faut absolument y aller. Il faut tout faire pour y aller, au besoin éviter toute forme de contrainte, toute forme de difficultés, d'hiatus qui peuvent empêcher à ce qu'on ait un peu plus en avant dans cette affaire. Tout à fait.
question de la décentralisation avec René Daniel Minta. La décentralisation et les objectifs de développement durable au Cameroun est un livre qui est sorti aux éditions Aphrodite seulement, du moins a été présenté à la presse le 20 mars en attendant éventuellement la dédicace. Maintenant, la décentralisation qui est un bien, René Daniel, peut quand même se heurter à certaines lacunes si on ne fait pas attention. Oui, la décentralisation, mais est-ce que tous les acteurs qui devront intervenir dans le processus, pas seulement dans le processus, désormais pour la matérialisation de cette décentralisation-là, est-ce que si les acteurs ne sont pas suffisamment outillés, le résultat attendu sera le même? D'entrée de jeu, il faudrait rappeler les principes qui sous-tendent ce processus. La décentralisation ne va pas sans évaluation. Oui. L'État qui décentralise a l'obligation de suivre et d'évaluer la mise en œuvre, l'exercice des compétences et des moyens transférés. De même, les collectivités territoriales bénéficiaires de ces compétences et de ces ressources ont l'obligation de résultat. Obligation de suivre et d'évaluer et obligation des résultats donnent ce qu'on appelle l'obligation de réussite. À partir de ce moment, les présenteurs, il faut nécessairement éviter que le suivi et l'évaluation dans cette affaire soient biaisés. C'est le premier élément clé. Si on ne suit pas et on n'évalue pas la mise en œuvre de la décentralisation comme cela se doit, on va droit vers l'échec. Je l'ai dit tantôt, c'est un échec capital avec des conséquences inédites. La deuxième chose qu'il faut relever, c'est que il faut nécessairement veiller lorsqu'on fait la décentralisation à ce que le transfert des compétences s'accompagne nécessairement du transfert des ressources. Oui. Parce que c'est ce qu'on appelle le principe de concomitance. Il faut absolument que toutes les ressources, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient financières, qu'elles soient même techniques et même normatives, soient mobilisées lorsqu'on s'engage dans un processus de décentralisation. Donc il faut veiller à ce que certains départements ministériels, certains acteurs au niveau central ne pensent pas que c'est un processus facultatif, oui, mais qu'ils prennent bien conscience que c'est une obligation. Il y va de la vie, du succès du processus. L'autre présenteur, c'est en termes maintenant de formation. C'est des compétences, c'est des responsabilités, c'est des moyens qui sont affectés, délégués au niveau local à des acteurs qui n'ont pas toujours les capacités nécessaires à cet effet. C'est pour cela donc il faut toujours veiller au renforcement de leurs capacités, à leur formation, s'assurer, et cela ça s'appelle l'accompagnement stratégique des acteurs au niveau local par l'État et divers d'autres acteurs. Est-ce que déjà cette formation-là a été effectuée? S'il fallait se lancer directement comme ça, c'est vrai que dans quelques mois, on aura certainement les conseillers régionaux, mais maintenant, est-ce qu'ils ont été véritablement formés à leur tâche? Est-ce que c'est après justement avoir mis ces personnes-là, ces personnalités qu'on va commencer à penser et à envisager comment les former et leur donner leur cahier de charge? Il faut déjà relever une certaine limite qui a prévalu jusqu'ici sur cette affaire, c'était l'absence du statut de l'élu local. Parce que certainement c'est un statut qui devra avoir des droits et des obligations pour les élus locaux. Et parmi ces droits, probablement le droit à la formation. Oui. Donc, à partir de ce moment, on peut penser que jusqu'ici, il y a peut-être eu un déficit à ce niveau-là lié à l'absence de ce statut. Mais il faut quand même relever qu'à chaque début d'exercice, de mandat, on a souvent quand même vu l'administration procéder à des séminaires, à des formations, j'ai failli dire en masse, à la carte, vis-à-vis de ces élus. Et je pense que ces derniers ont déjà capitalisé quand même beaucoup d'acquis, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de connaissances, de savoir-faire même, pour pouvoir continuer à exercer leurs compétences. Donc, maintenant, en ce qui concerne les conseillers régionaux, ça devrait être toute une nouvelle école. C'est une institution inédite dans notre pays. Donc,
il va falloir nécessairement qu'un accent particulier soit mis sur la formation. Et Dieu merci, il semble qu'au niveau de l'État central, on est en train de réfléchir mûrement pour transformer le CEFAM de manière à ce que ce soit une institution mieux à même de former à la fois les élus locaux et les fonctionnaires, les agents publics des collectivités territoriales. Les élus locaux sont les acteurs de premier plan au niveau de la décentralisation. Est-ce qu'il y a un profil préétabli ou bien est-ce qu'il va falloir chercher des personnes présentant un certain profil pour être sûr que le processus sera mené à bien? C'est une question récurrente qui fait beaucoup couler d'encre et de salive, qui revient. Je voudrais à ce niveau-là convoquer la science, si je peux me le permettre, pour dire qu'un élu local est d'abord un homme politique. Et en sciences politiques, on nous enseigne que la politique se relève d'abord du domaine de la passion, avant d'être une affaire de raison. Donc, cela veut dire que l'élu local est censé véhiculer une passion, un rêve, une vision. Or, nous savons que même les bébés, comme j'aime souvent le dire, les psychologues nous enseignent que même les bébés de 5 ans, de 4 ans, et parfois même les fœtus font des rêves. Donc, le problème n'est pas tant au niveau de la formation préalable, mais ce qu'il est surtout question, c'est que tout être humain qui rêve, et notamment les élus locaux qui sont des hommes politiques, aient la capacité de savoir exprimer la vision, le rêve qu'ils veulent pour leur collectivité. Ça s'appelle simplement savoir lire et écrire. C'est pour cela que le législateur insiste là-dessus. Et je vous ai dit tantôt que il y a un statut qu'il faut nécessairement mettre en place qui doit donc prévoir un droit à la formation. À partir de ce moment, le lieu de cours doit pouvoir bénéficier d'une formation. Je ne suis pas du tout de ceux-là qui pensent qu'il faut d'abord un niveau préalable, master, doctorat, je sais pas moi quoi, parce que même si on va à ce niveau-là, ça sera master en quoi? Ça sera un doctorat dans quelle spécialité? Quelle est la spécialité la mieux à même pour être un élu local? Je crois que c'est les hommes politiques qui sont censés, qui devront avoir autour d'une administration, qu'on appelle l'administration locale, fait donc des techniciens qui devraient donc les aider à traduire leur passion, leurs rêves, les visions qu'ils ont pour leur collectivité en des réalités concrètes. Je crois que le livre La décentralisation et les objectifs de développement durable au Cameroun a également des vertus pédagogiques. Effectivement, Jean-Jacques, ça a des vertus parce que la première vertu de cet ouvrage, c'est que nous commençons d'abord par présenter en sciences politiques, toute analyse commence par une description systématique de l'objet étudié. Donc l'ouvrage, généralement le sujet de la décentralisation dans notre pays, j'ai souvent lu des ouvrages, a toujours été un peu abordé sous l'angle du droit et institutionnel. Mais nous apportons la plus-value de notre ouvrage, c'est que nous abordons le sujet sous l'angle vraiment de politique publique, c'est-à-dire des tentatives de régulation des problèmes dans une société. C'est pour cela que l'auteur qui lira l'ouvrage connaîtra enfin quels sont les objectifs, comme je l'ai dit tantôt, quelles sont les causes, qu'est-ce qui nous a poussé à arriver à la révision constitutionnelle 96, à consacrer l'état unitaire, qu'est-ce qui s'est passé, et quels ont été les acteurs, quels ont été les problèmes qui se sont posés à la société camerounaise, et connaîtra la logique d'intervention, c'est-à-dire les objectifs, quel est l'objectif global, spécifique, opérationnel, quels sont les dispositifs qui sont mis en œuvre pour les financements. Donc, cette dimension pédagogique, des éléments concrets de la décentralisation, les auteurs les auront cette fois traités sous un angle de politique publique véritablement, avec la méthode des politiques publiques. Et là, ils pourront se retrouver. Et je crois qu'on comprend que finalement, ce n'est pas aussi un sujet aussi difficile à cerner que ça. Ça veut dire que ceux qui sont intéressés, qui devraient avoir absolument ce livre, sont d'abord les élus locaux, ou bien c'est tout le monde, c'est l'homme de Biémassi, c'est tout le monde qui devrait avoir le livre pour le consulter, ou bien il y a un public cible? Déjà, la décentralisation, c'est une affaire de monsieur tout le monde, parce que nous sommes tous
citoyen natif ressortissant d'une collectivité territoriale, je veux dire d'une commune ou d'une région. Vous êtes certainement né dans une commune, vous vivez forcément dans une commune, vous travaillez ou bien donc nous sommes cela. La cible est donc d'abord, la cible est Monsieur Tout le Monde. Maintenant, il y a des cibles privilégiées. Les élus locaux, parce que ce sont les acteurs. Ouais. Ce sont eux qui sont chargés d'impulser, de travailler dans le sens de l'exercice des compétences transférées par l'État au niveau local. Leurs agents publics sont également des cibles privilégiées. Tous les agents publics de l'État, je voudrais vous dire qu'au sens des récents décrets qui organisent le gouvernement, c'est pas moins de 21 départements ministériels qui sont concernés par la décentralisation et même le développement au niveau local. Vous voyez donc que tous ces personnels-là sont également concernés par cet ouvrage. Les étudiants et les chercheurs qui s'intéressent aux techniques d'analyse cognitive des politiques publiques, comment il faut analyser, comment il faut évaluer, comment il faut structurer les outils, également trouvent leur compte, et même les professionnels. Donc c'est un livre, à mon humble avis, qui s'adresse à tout le public pour un sujet plus que jamais d'actualité dans notre pays. Ils seront très nombreux à lire le livre. Est-ce qu'on est sûr que les représentants et les élus locaux auront la hauteur nécessaire pour pouvoir comprendre le livre? Est-ce que c'est écrit en des termes très simples pour permettre à tout le monde d'avoir justement accès à la ressource que comporte le livre? Je crois que si je m'en tiens à la préface du professeur Nguingele, secrétaire général de l'université de Tchang, politologue, et à la postface du ministre Georges Langobam, c'est un livre vraiment accessible. Je ne dirais pas qu'il sera au-dessus, déjà parce que ça a été élaboré avec le concours des élus locaux eux-mêmes. Donc c'est rédigé dans un style vraiment simple, c'est pas comme on dit au quartier des gromologies que les uns les autres trouveraient dedans. Tout à fait. C'est pas un livre avec des thèmes. Nous avons fait l'effort avec tous ceux qui m'ont accompagné dans cet exercice de le rejeter dans un style simple, direct et précis. Donc sans contournement, donc l'auteur n'a qu'à ouvrir la table des matières à chaque partie. Il va comprendre le style, il va comprendre ce que nous voulons dire. Je pense que les élus locaux, les agents, les étudiants, le public, les partenaires, tous ceux-là qui vont lire. Je crois d'ailleurs que vous-même, c'est pour cela que je suis surpris de la manière avec laquelle vous me posez les questions alors que vous n'avez pas pris assez de temps pour lire l'ouvrage. Tout à fait. C'est que c'est un ouvrage qui, de mon humble point de vue, s'adresse à Monsieur Tout le Monde, à tout genre de public, et écrit en conséquence. Dans quelques instants, nous allons parler de la question de financement. Beaucoup de personnes se posent des questions. Où est-ce qu'on va prendre les ressources financières nécessaires pour que, effectivement, chaque commune, puisqu'on parle là de ces représentations qui sont proches de la population lambda, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir apporter une solution à la question d'une route détruite, d'un milieu enclavé? Où est-ce qu'on va puiser les financements et les ressources? Et donc, peut-être votre livre nous donne des pistes de solutions, on le saura dans quelques instants. Mais d'abord, le point littéraire, les classiques littéraires. Les classiques littéraires. Eh bien, chaque mardi pour nous, elle visite quelques bibliothèques. Elle va nous chercher un très connu de la littérature, un livre qui a marqué son histoire de par certainement les prises de position de l'auteur. Hassana Salissou nous signe le classique littéraire de ce soir. L'aventure ambiguë est le titre de l'œuvre qui retient notre attention ce mardi. Dans cet ouvrage, Cheikh Hamidou Kané, l'auteur, nous décrit l'atmosphère d'une Afrique des interrogations après les indépendances. Maintenant que l'Africain est libre, maintenant qu'il lui est donné la possibilité de se prendre en charge lui-même, que faut-il faire? Quelle route faut-il prendre? En effet, étant à cette période,
Une Afrique des interrogations, c'était en même temps une Afrique des conflits et beaucoup plus de conflits de génération. Ceci, car la route à suivre est d'une part dictée par les anciens qui prônent un retour aux sources, donc un retour à la tradition. D'autre part, un vent nouveau souffle avec des jeunes venus d'Europe ayant appris, étudié les diverses connaissances modernes, voudraient faire acquérir à l'Afrique la culture occidentale. C'est le combat que va se fixer notre héros Samba Diallo, apporter un vent nouveau en Afrique, mais les anciens, eux, ne pourront nullement se laisser embarquer dans les choses de blanc. Samba Diallo appartient à la famille princière du pays des Dialobé. Très jeune, il est envoyé auprès du maître des Dialobé qui lui enseigne la récitation du Coran et les préceptes de l'islam. L'enseignement très dur vise à la répétition exacte de la parole, porte d'entrée véritable de la foi. Cependant, le pays des Dialobé est soumis, comme le reste du continent africain, à la colonisation des puissances européennes. La conquête s'est faite par les armes, elle est garantie par l'école, qui représente en effet une colonisation des esprits. Sous l'impulsion du chef des Dialobé et de la sœur de celui-ci, dite la Grande Royale, Samba est envoyé à l'école des Occidentaux et de là, il continue ses études de philosophie à Paris. Ville pleine de monde et de bruit, ville vide de sens pour Samba. La philosophie l'attire irrémédiablement, mais Samba, sans la présence de Dieu, s'éloigne de lui. Tiraillé entre deux mondes, Samba se perd lui-même et décide de revenir au pays des Dialobé. Le français remarquable, ciselé et pourtant sobre qu'utilise Cheikh Hamidou Kané, révèle bien la culturation dont il fut aussi bien la victime que l'acteur. Sa langue est celle des grands auteurs français. Ses problématiques en revanche sont celles d'un Africain, certes. Samba Diallo se lance avec péril dans une aventure qui s'avère ambiguë, qu'on peut l'être l'attrait à un métissage culturel, et cela coûtera à sa vie. L'aventure ambiguë, c'est l'entre-deux d'un homme africain élevé entre tradition musulmane et modernité occidentale. Un livre déchirant aux alentours des indépendances africaines. Brillant ouvrage incontournable de la littérature africaine, il retrace en effet le difficile combat intérieur subi par Samba qui oppose son éducation traditionnelle musulmane à l'école étrangère, celle des colons, qui n'est pas centrée sur la religion et la tradition. Vous avez mal choisi l'adversaire. Il y a encore les bien présents. Élection des zones 4x4, antécédent en finale des 4. Merci à Sana Salissou pour cette brillante présentation, hein, il faut le dire. Peut-être vous également, vous avez eu des auteurs qui vous ont parlé, peut-être pas qui vous ont poussé à l'écriture, parce que ça c'est un essai. Et donc on se dit quand même qu'il y a des auteurs qui vous ont parlé en termes de littérature, même scientifique ou bien littéraire. Effectivement, j'ai été beaucoup influencé, surtout par les auteurs en sciences politiques. J'ai eu un très grand plaisir à lire le livre de Thomas Hobbes, Léviathan. Dans les auteurs contemporains, je suis influencé par les auteurs comme Vincent Lemieux, qui est canadien, qui traite beaucoup également des questions de politique publique. Oui. Vous avez également Éric Mounier, qui a été, j'ai failli dire, mon parrain à l'université à Lyon et même au Centre européen, qui a sorti un excellent ouvrage sur l'action publique. Vous avez Peter Nopel et Bushman qui ont sorti un excellent ouvrage également en 1994 sur les politiques publiques, l'évaluation. Donc j'ai surtout été influencé par ces brillants auteurs. Vous avez, je n'oublierai pas celui que chaque fois j'essaie d'imiter, Pierre Moulin, qui est avec son compatriote, l'un des grands créateurs
de l'approche d'analyse des politiques publiques dite approche cognitive. Vous savez, dans les politiques publiques, il y a deux grands courants dans l'analyse des politiques publiques. Vous avez le courant de l'approche séquentielle, qui est un peu le courant venu de l'Amérique du Nord. Et au niveau de l'Europe, et notamment en France, ils ont essayé de développer cette nouvelle approche dite celle des idées de l'analyse cognitive. Mais dans mes recherches, dans mes travaux, en réalité, je mélange les deux approches. Dans chaque fois que je traite des sujets, je mélange les deux approches. Que ce soit l'analyse séquentielle qui prend les politiques publiques comme étant des séquences d'action, et l'approche des idées qui prend plutôt des politiques publiques comme étant des tentatives nées à partir d'un certain nombre d'idées, de certaines influences au niveau cognitif. Donc voilà ces auteurs, et je les cite abondamment dans mon ouvrage, et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que à chaque fois je reviens sur ces auteurs, je relis leurs ouvrages, et voilà. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent des questions, mais je suis sûr que votre livre apporte des réponses. Comment peut se faire de manière efficace le financement des communes? Déjà, il faut relever, Jean-Jacques, je vous ai dit tantôt que la décentralisation, c'est une technique d'organisation qu'un gouvernement, qu'un peuple se donne pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Et généralement, que ce soit dans le secteur privé, que ce soit dans le secteur public, parce que la décentralisation est un terme polysémique multidimensionnel qui s'emploie aussi bien dans le management public que dans le management privé, c'est que généralement, c'est lorsque l'État ne peut plus. Lorsque l'État se retrouve limité, l'État procède à la décentralisation. Ceux qui vont lire l'ouvrage vont le comprendre. À partir de ce moment, il ne faudrait pas penser que le budget de l'État, le seul, peut suffire pour financer la décentralisation. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans le cadre des limites que pour notre pays pour générer des ressources, et puisque nous savons tous, c'est un secret pour personne, que notre budget aujourd'hui est tiré davantage par des emprunts pour les projets structurants, pendant que nos ressources internes, d'une manière ou d'une autre, diminuent. Il y a donc des mécanismes innovants aujourd'hui qu'il faut rechercher. Vous avez par exemple la collecte de l'épargne. Le délégué du gouvernement Tonnet, qui est un ami et qui m'a beaucoup aidé dans la publication de cet ouvrage, a fait quelque chose d'incroyable avec la société financière de Douala, sauf si je me trompe d'appellation. Il a réussi à mobiliser plus de 10 milliards dans le cadre de l'épargne pour financer des projets dans sa municipalité. C'est vers ces mécanismes innovants. Vous avez également aujourd'hui au niveau international des partenaires qui se portent garant pour financer les collectivités dans la quête du développement local. Et puisque l'État ne peut plus se porter garant, ces partenaires-là se portent garant, c'est-à-dire les collectivités peuvent emprunter sous leur couvert et eux, ils se portent garant pour rembourser ces dettes auprès des bailleurs. Donc il y a comme ça, vous avez jusqu'aujourd'hui dans notre pays une dimension comme les contrats plans qui ne sont pas très utilisés, alors que c'est des pistes-là pour permettre aux collectivités de réaliser des projets. Vous avez même la participation publique des citoyens eux-mêmes. Comment est-ce que cela doit se faire concrètement? L'ouvrage y revient. C'est pour ça que je dis, voilà des pistes innovantes, voilà des mécanismes innovants qu'il faut prospecter. Il ne faudrait pas qu'on continue toujours à lorgner du côté de l'État, parce que l'État lui-même est déjà un peu limité. C'est pour cela que cet État préfère décentraliser certaines choses. Il faut donc un peu d'ingéniosité au niveau local. Il faut faire appel aux partenaires privés, partenariat public-privé au niveau local. Il faudrait que tous ces acteurs comprennent qu'ils ont un rôle à jouer dans le financement des projets. En un mot comme en mille, il faut trouver des stratégies pour générer des financements, pour créer, fabriquer la richesse en quelque sorte. Effectivement. Et là, Jean-Jacques, il faut dire que l'une des stratégies là-dedans, et le livre aborde la question, c'est celle des open data. Il faudrait que nos collectivités territoriales, dans le cadre de la bonne gouvernance, s'ouvrent, soient transparents, publient leur compte, qu'il y ait la transparence dans la gestion. Il faudrait que ces collectivités-là trouvent des stratégies pour que les partenaires, les populations, les contribuables soient déjà intégrés dès même l'identification, la planification, la mise en œuvre, le suivi, même la budgétisation. Ce sont ces stratégies.
Si vous faites ces choses en incluant les populations, elles se sentent concernées, elles adhèrent. Jean-Jacques, j'imagine que forcément vous avez une foi. Oui. Je ne voulais pas vous en faire un procès si vous n'en avez pas. Mais observez un peu ce qui se passe dans nos communautés. Regardez comment nous faisons les tontines dans nos villages. Regardez comment, quand vous allez dans nos villages, deux choses vous frappent. Vous avez un village pauvre où les cases sont en terre, mais vous avez des édifices cultuels, des églises qui sont très bâties, et on vous dit que ce sont les populations de ces villages-là Tout à fait. qui cotisent, qui les construisent. Dans nos villages, nous avons tous des stades de football. C'est des dons des populations. Oui. Et il faut pouvoir dire aux populations que ces stades-là rentrent dans le parc désormais de la municipalité, dans le cadre de la décentralisation. Donc voilà comment les populations peuvent donner des choses, parce que c'est que ce sont les choses du village, ce sont les choses de mon village, de ma commune, elles adhèrent et nous pouvons à partir de cette prise de conscience soulever des montagnes. Tout à fait. Il faut dire que votre livre vient donc donner ou alors proposer des solutions et surtout donner des réponses à tous ceux qui se posent des questions encore sur la décentralisation. Comment est-ce que cela peut être matérialisé? Comment est-ce qu'on peut réussir la décentralisation au Cameroun? Il faut dire que c'est un livre quand même qui... Vous estimez que vous êtes heureux et fier du résultat final lorsque vous le consultez aujourd'hui. S'il y avait des aspects à ajouter ou à enlever, lesquels vous enlèverez par exemple? Déjà en termes de fierté, je peux vous assurer que j'avais écrasé une larme lorsque à Ouagadougou, c'était le 22 février 2018, lorsque les 6 experts de chaque pays concerné présentaient le rapport, et lorsque j'ai vu comment j'ai été désigné pour faire la synthèse, et puis j'ai été désigné pour présenter le rapport parce que l'équipe de l'AMF m'a dit que mon travail était excellent, j'ai eu une très grande fierté. Maintenant, il y a forcément, toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Et déjà, je conclus par là. Un peu peut-être la difficulté de mon ouvrage, c'est que je peux aborder le sujet dans toutes ses dimensions au sens institutionnel. Par exemple, j'ai eu du mal à intégrer les régions simplement parce que les compétences régionales, le contingent d'attribution régionale défini par la loi de 2004, la loi numéro 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions n'ont pas encore été encadrées. Néanmoins, en vertu du principe de complémentarité qui régit la décentralisation, tous ceux qui voudront traiter de ce sujet sur l'angle des régions également plus tard devront nécessairement d'abord s'imprégner de ce qui se passe avec les communes. Tout à fait. Si vous voulez mieux connaître les compétences régionales, la décentralisation au niveau régional, ce qu'on appelle la régionalisation, vous êtes tenu d'abord de bien comprendre ce qui se passe à la base dans le cadre de la décentralisation communale. Tout à fait. Le livre est sorti, les prochaines étapes, après peut-être être venu en parler à la radio, il y a d'autres étapes forcément, la dédicace. La prochaine étape, c'est que il va falloir déjà rencontrer le ministre Georges Langobam qui m'a fait l'honneur, n'est-ce pas, avec le professeur Guy Voleux, de signer respectivement la postface et la préface de l'ouvrage, s'accorder pour une dédicace. Ensuite, il va falloir travailler dans le cadre des séminaires, assister les maires concrètement, parce qu'il y a quand même une dimension complexe en termes d'évaluation. Il faut voir les outils, il y a déjà des formules mathématiques, comme vous avez vu dans l'ouvrage, qui sont des formules qui permettent de montrer comment calculer ce que j'ai conçu dans l'ouvrage, ce qu'on appelle l'indice de développement local durable. Donc, j'ai conçu dans l'ouvrage. Et il va bien falloir renforcer les capacités, diffuser l'ouvrage, faire des tours des régions, essayer de m'approcher davantage de toutes les cibles, et même dans les ministères. Heureusement, l'éditeur également s'en occupe, et je crois qu'il est en train d'élaborer tout un canevas pour pouvoir valoriser cet ouvrage. Alors je crois que la pendule centrale nous a un tout petit peu fait défaut là, parce que il m'est donné de constater que nous n'avons plus que 4 minutes. Maintenant, s'il fallait dire un dernier mot, pourquoi est-ce qu'il faut absolument acheter la décentralisation et les objectifs de développement durable au Cameroun? Pourquoi? Il faut absolument acheter simplement parce que la décentralisation, c'est l'instrument. L'objectif final, c'est le développement durable. Et cette politique publique-là constitue aujourd'hui
l'enjeu majeur autant des pouvoirs publics. Pour les partis politiques, il faut absolument s'en acquérir parce que cet ouvrage-là donne les outils pour structurer des projets pour les prochaines campagnes. Comment ils pourront se comporter. C'est donc un ouvrage, un référentiel qui nous oriente, qui nous permet de comprendre ce que c'est que la décentralisation et à quoi elle sert, c'est-à-dire le développement durable et comment y parvenir. C'est un livre qui est destiné à monsieur tout le monde dans un contexte où nous pensons tous que la décentralisation est le meilleur moyen de gestion de notre diversité culturelle et naturelle dans notre pays. Où est-ce qu'on trouve le livre? Le livre est disponible déjà au niveau de l'éditeur et des éditions Afrédic de Carrefour Régie. Dans toutes les librairies également, je crois qu'ils vont trouver, l'éditeur est en train de prendre des dispositions pour que le livre soit présent. Et à chaque fois qu'il y aura des grands forums dans la ville, nous allons également veiller à ce que le livre soit présent pour le bien des lecteurs. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être passé à la radio ce soir, nous parler de votre livre qui est sorti fraîchement et a été présenté à la presse le 20 mars dernier. René Daniel Mintia, merci beaucoup d'être venu à la radio. C'est moi qui vous remercie et une fois de plus, je félicite Royal FM pour la qualité des infrastructures et le professionnalisme que j'ai relevé ce soir. Ce qui est sûr, c'est que c'est une première et que peut-être vous êtes désormais parmi dans la liste. Tout à fait, vous pouvez me contacter chaque fois que vous aurez besoin. C'est avec empressement que je vais, disons-le comme ça, déférer à votre invitation. Merci à Romuald Ekoumé qui était à la mise en onde. Merci également à Annie-Lisette Ambassa, à Sana Salissou. La coordination centrale était assurée par Roger Kiek de Kiki, c'est le directeur général de la radio des auditeurs. Supervision générale Emmanuel Noël Bissaï, Jean-Jacques Foucault c'est mon nom. On se dit à mardi prochain 21h pour un autre direct, mais sachez déjà que l'émission est disponible sur YouTube. Vous pouvez simplement taper le point littéraire et vous allez regarder l'émission de ce soir. Vous pouvez également regarder la rediffusion du programme tout à l'heure lorsqu'il sera 3h04 du matin. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi passer sur le Facebook Royal FM Espace Cameroun. Bonne soirée à vous, à mardi. Courage à rendre hommage à tous ceux qui espèrent cette vie. Alors soyez sensibles à l'air. Soyez des bâtisseurs de bien meilleurs mondes. Car les écrits vont à la rencontre de toutes les haines séculaires et enseignent la mes écrits sont des repères, sont mes vers, je me perds dans ce monde à l'envers où tout va de travers. Si j'écris, c'est que je n'ai plus me taire devant des hommes qui se font la guerre. Et par mes écrits, j'espère mettre fin à toutes sortes de misères. Si j'écris, c'est que je n'ai plus me taire devant des hommes qui se font la guerre. Et par mes écrits, j'espère mettre fin à toutes sortes de misères. Par mes écrits, j'adresse une prière afin qu'il soit bâti un bien. J'appelle femme forte, la femme des temps modernes, celle qui aujourd'hui plus qu'hier demeure sereine et ferme. Elle est active non seulement en société, mais aussi dans son foyer. Maîtresse de maison, tout en exerçant une profession. La femme forte, celle des temps modernes, n'est plus seulement épouse d'un homme né. Être libre et indépendant, responsable et autonome à l'égard. Les meilleurs journalistes, les meilleurs